On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle de la campagne Mardi, je donne de la Fondation Santé au Richelieu-Rouville pour aider les aînés en CHSLD. Mais d'abord, on reste dans le monde de la santé. On vous parle de ce nouveau projet de paramédecine communautaire. Vous avez peut-être vu ou entendu dans les derniers jours, dans l'actualité, le lancement de ce qu'on appelle de la paramédecine communautaire. C'est une nouveauté, c'est un peu unique et ça démarre ici du côté de la Montérégie. Question de vulgariser un peu ce sujet-là de la paramédecine communautaire. Avec nous, Valérie Bélanger, paramédic relationniste média du côté de la CETAM, la coopérative des techniciens ambulanciers de la Montérégie. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Monsieur Latour. C'est quoi ça de la paramédecine communautaire? En fait, c'est une nouvelle façon d'utiliser le paramédic, de l'intégrer encore plus au système de santé. Fait que c'est une prise en charge qui est extra-hospitalière pour les gens, pour l'instant du moins, de 65 ans et plus d'un certain secteur. Fait que dans le fond, ce qui se passe, c'est les appels sont filtrés toujours au 911. Lorsque vous appelez, Oui. dans le fond, on vous classe selon une priorité, dépendamment de la raison de votre appel. Et puis, les appels qui sont cotés non urgents, dans le fond, peuvent être acheminés à ces équipes de paramédics qui font de la paramédecine. Au lieu d'envoyer une ambulance ordinaire avec 2 coéquipiers et tout le kit, bien, en fait, c'est quelqu'un qui se déplace et qui va évaluer la personne, toujours avec l'aide du soutien à domicile qui fait partie du Centre intégré de santé et de services sociaux, pour permettre à la personne, si c'est possible, de l'orienter ailleurs qu'à l'urgence. Pour le paramédic, est-ce qu'il a besoin d'une formation différente ou supplémentaire pour jouer ce rôle-là ou s'il peut le faire d'emblée avec sa formation? Tous les paramédics ont la formation de base pour pouvoir le faire. Les gens qui sont choisis pour le projet et qui vont l'être aussi dans la prochaine vague de déploiement vont être spécialement formés pour avoir certaines compétences un peu plus pointues en gériatrie, aller chercher un peu plus de connaissances, de rafraîchissement pour être sûr que ça s'adapte bien à la clientèle, mais ça ne prend pas un autre diplôme que celui de paramédic pour pouvoir le faire. Bon. Pour vous, du côté de la CETAM, est-ce que vous devez ajouter des ressources additionnelles pour ne pas enlever des paramédics non plus sur la route, là, qui, évidemment, pour les besoins ambulanciers habituels? Comment ça fonctionne au niveau de la répartition des effectifs? En fait, pour l'instant, vu que c'est encore un projet qui est en développement très embryonnaire, c'est les participants, dans le fond, au projet qui l'ont monté, qui sont les paramédics communautaires. C'est sûr que l'objectif, c'est aussi de diminuer la charge de travail pour les équipes sur la route. Fait que dans le fond, on n'a pas besoin de 2 paramédics qui viennent chez vous, qui vous prennent en charge, qui vous amènent à l'hôpital. Ça peut durer 1 heure, 2 heures, 3 heures, tout ça. On essaie de régler un appel non urgent de façon un peu plus rapide pour que les ressources soient plus efficaces sur le terrain. Ça ne prend pas non plus nécessairement 2 paramédics, ça peut en prendre juste un, ce qui fait qu'on a les effectifs pour ça en ce moment. Et sans mobiliser non plus une ambulance. Tout à fait. On peut y aller avec un véhicule normal, là. C'est ça. Ça peut être un véhicule, un petit VUS banalisé avec tout l'équipement nécessaire à l'intérieur pour faire des soins de base ainsi que l'évaluation du patient. L'objectif ultime, je présume, c'est peut-être quoi de diminuer certains transports en ambulance qui, dans certains cas, ont peut-être pas besoin nécessairement de se terminer par un voyage en ambulance qui atterrit à l'urgence? Oui, on peut le dire comme ça, en fait. Dans le fond, c'est ça, c'est que le bon patient soit acheminé au bon endroit. Puis le bon endroit, c'est pas toujours l'urgence pour quelqu'un en haut de 65 ans qui a un problème de santé, oui, mais qui peut être traité de façon externe au système de santé. Il y a des choses qui se font très bien en clinique. On peut vous référer avec votre propre médecin de famille, mais le but, c'est de diminuer la prise en charge à l'urgence, d'envoyer le patient à un bon endroit pour lui, de façon simple et sécuritaire, puis de diminuer la charge de travail des paramédics pour les orienter sur les appels vraiment urgents. Quel genre d'appel peut rentrer au 911 puis qui va être jugé non urgent et que l'intervention d'un paramédic, mais qui va aller à domicile sans l'ambulance et son collègue, quel genre d'appel, comme exemple, on peut donner? Il y en a plusieurs. C'est sûr et certain que c'est la centrale 911 qui fait le premier tri. On s'entend que c'est rien qui est dangereux pour la vie dans les médias, mais on parle souvent de petites problématiques comme un début d'infection, une détérioration de l'état général, un trouble de santé ou une blessure liée à une chute, mais qui n'est pas quelque chose d'une jambe cassée ou une hanche cassée. Là. Vraiment des petites problématiques. Et puis, il y en a probablement plus qu'on pense au 911. C'est pour ça que le projet a été mis sur pied. Ah oui. Ça veut dire quelqu'un de, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais quelqu'un de 78 ans, il tombe, il appelle le 911, mais là, finalement, on évalue que si la personne dit « Oui, je suis capable de marcher encore. Avez-vous mal? » « Ben oui, j'ai mal, mais êtes-vous capable de marcher? » « Oui. »
Donc là, on va dire, OK, bien, au lieu d'envoyer l'ambulance, on va peut-être envoyer le paramédic qui va aller faire un peu son exploration, si on veut. Là. Oui, tout à fait. C'est pas toutes les évaluations des paramédics communautaires qui se soldent par une réorientation. On a environ 245 appels qui ont été faits pour la période de 6 mois qui vient de passer, et puis un peu plus de la moitié sont orientés ailleurs. Ça veut dire que finalement, l'autre moitié, il y a une équipe d'ambulance ordinaire qui vient, qui les prend en charge, les patients, qui les amène à l'urgence. Parce que quand on appelle au 911 puis qu'on demande une ambulance, l'ambulance a comme pas le choix d'y aller, j'imagine. Oui, c'est ça. Il y a toujours quelqu'un qui va venir vous voir, qui va vous répondre. C'est officiel. Sauf que dans certains cas, tu as 2 ambulanciers puis une ambulance qui arrivent sur un site. Ils ne repartent pas toujours avec le patient nécessairement, parce que des fois, vous ne les amenez pas toujours à l'urgence non plus. Bien, en fait, la destination première du paramédic, oui, c'est ça l'urgence. Il y a rarement d'autres endroits où on se dirige. Souvent, c'est des transports qui sont planifiés d'avance ou qui sont entre les établissements, qui sont aux frais peut-être aussi de la personne. Mais les gens, on les amène à peu près tous, à moins qu'ils refusent de venir avec nous, ce qui est une possibilité. Mais ça peut arriver, disons que sur un appel, les 2 ambulanciers arrivent, les 2 paramédics avec l'ambulance. Finalement, le monsieur ou la madame dit « Bon, bien finalement, j'ai peut-être pas besoin d'aller à l'urgence. » Mais la majorité du temps, vous les amenez. Oui, c'est ça. OK. Alors que là, dans ce cas-ci, en évaluant ça autrement, on peut arriver d'avoir une intervention à la maison sans avoir à déplacer tout le monde. Oui, c'est ça. Puis l'intervention puis l'évaluation qui se fait, c'est très, très, très en lien avec l'infirmière du soutien à domicile. Donc, c'est pas le paramédic tout seul qui décide nécessairement, qui prend des décisions. Il consulte une équipe, il peut avoir accès à un médecin aussi, pour que ça soit aussi peut-être une prise en charge qui se passe sur le long terme. Parce qu'on trouve un rendez-vous, par exemple, pour la personne en clinique. On a des arrangements avec les cliniques du secteur qui est desservi. Et puis, par exemple, vous déplacez le lendemain, vous allez à votre rendez-vous, mais l'infirmière, elle, peut venir vous voir à la maison ensuite pour voir, êtes-vous allé à votre rendez-vous? Avez-vous besoin d'un suivi? Avez-vous besoin d'autres services? Pour vraiment valider, est-ce que c'est la bonne prise en charge et est-ce qu'on peut faire plus ensuite? Bon, on dit que c'est un projet qui est unique au Québec. Dans le fond, les origines, parce qu'on comprend que c'est une entente entre la CETAM et le CIS de la Montérégie-Centre. Dans le fond, les origines du projet, ça part d'où comme tel? À part le constat, je pense, puis probablement que d'autres services de paramédics au Québec font ce constat-là, on transporte du monde des fois, peut-être pas pour les bonnes raisons. Mais à quel moment on a décidé chez vous, avec le CIS Montérégie-Centre et la CETAM, de dire pourquoi on n'essaie pas de mettre sur pied un projet pilote pour voir ce que ça donne? Bien, c'est sûr que c'est une volonté qui part de paramédic. Chez nous, on est dans une période où on essaie de développer des nouveaux projets, des nouvelles approches. Le CIS de la Montérégie-Centre a été très, très réceptif et en fait, c'est celui-là, à travers la Montérégie, qui s'occupe des soins préhospitaliers. Donc, on a été chanceux qu'ils décident de collaborer avec nous pour lancer le projet. C'est sûr que le but, ce serait, si ça fonctionne très bien, de l'étendre à l'ensemble de la Montérégie. Je sais qu'il y a certains autres projets qui sont regardés en ce moment au Québec. C'est ça, le Québec est très grand, les régions sont très différentes. Là. Fait que peut-être qu'ils ne seront pas déployés partout de la même façon, avec les mêmes modalités, mais pour nous, c'était vraiment un avancement de pouvoir le créer, le monter en partenariat avec justement l'équipe de la Montérégie au complet, puis après ça, peut-être pouvoir l'étendre. Bien, justement, parlons du territoire, parce que, bon, la Montérégie est divisée en 3. Il y a l'ouest, le centre et l'est. Nous, ici, dans la région de Saint-Jean-sur-Richelieu, on appartient au CIS de la Montérégie-Centre, qui est en gros au Richelieu-Rouville / Charlemagne. C'est un peu notre région à nous. Vous, dans le cas de la CETAM, vous desservez quel territoire au juste? En fait, c'est le bassin de ressources de Champlain-Charlemagne qu'on appelle. C'est Brossard, Greenfield Park, Le Moine, Saint-Hubert. C'est vraiment une petite partie. On est très conscient de ça. C'est pour ça qu'on dit que c'était vraiment la phase de déploiement du projet. À la mi-décembre, par exemple, je peux vous dire que c'est supposé s'étendre à votre secteur, qui est le Haut-Richelieu-Rouville. Avec Ambulance de Mers. Tout à fait, avec eux. C'est sûr que comment eux vont le déployer, c'est peut-être à eux qu'il faut leur demander, mais on est très, très, très contents qu'eux aussi, ça les intéresse puis qu'ils soient prêts à aller vers ça. C'est ça l'idée, parce que ça risque de faire des petits. C'est-à-dire que là, vous tentez un projet pilote avec le CIS de la Montérégie-Centre pour le territoire que vous desservez à la CETAM, là, qui est le territoire de la Rive-Sud. Mais si, effectivement, Ambulance de Mers à Saint-Jean décide d'embarquer éventuellement, puis que d'autres en Montérégie, puis que d'autres au Québec, bien, on est en train de créer puis d'installer quelque chose de nouveau là, qui n'existait pas avant. Oui, tout à fait. Puis on vous le cachera pas, là, c'est un désir aussi, si ça fonctionne, de pouvoir l'étendre. La CETAM couvre plus grand en plus que le secteur de Longueuil. On couvre toute une partie de la Montérégie-Ouest. C'est ça. Ici, on partage le territoire avec Ambulance de Mers, mais c'est ça, la Montérégie-Centre fait partie aussi de l'hôpital Honoré-Mercier qui est à côté. Fait que tant mieux si ça évolue puis si ça grossit. Présentement, pour le reste des secteurs de la Montérégie, je vous dirais qu'on est plus dans un intérêt, dans des discussions.
parce que le projet est encore officiellement en déploiement puis pas nécessairement coulé dans le béton. Mais comme je vous dis, à la mi-décembre, ça devrait démarrer chez vous si tout va bien. OK. Puis là, dans le fond, chez vous, à la CETAM, il y a combien de paramédics là, qui s'occupent de ça? Pour l'instant, c'est encore une petite équipe qui est concentrée à Longueuil. Justement, vu que le besoin n'est pas à travers tout le territoire, on n'a pas besoin d'une grande équipe pour l'instant. Quand on va être prêt à le déployer à plus grande échelle, on va faire du recrutement à travers nos membres. Mais pour l'instant, c'est peut-être une dizaine de personnes qui sont là-dessus. OK. Quand même, une dizaine de personnes. Mais déjà, vous avez vu les effets bénéfiques que ça a donné. Oui, tout à fait. Puis surtout, les gens sont contents du service qu'on leur apporte parce qu'on leur a posé la question aux patients, est-ce que vous avez aimé la prise en charge, êtes-vous senti en confiance? Et puis, les gens sont satisfaits, la population est satisfaite et rassurée. Puis nous, ça nous permet, d'agrandir notre éventail de tâches, de contribuer encore plus au système. Bien, c'est magnifique, là, c'est tant mieux. Donc, on appelle ça de la paramédecine communautaire. Donc, ce sont des paramédics qui débarquent chez vous sur un appel jugé non urgent. Donc, un paramédic, pas deux, pas d'ambulance. Non. Puis, on réussit à régler bien des problèmes. Puis là, dans le fond, vous avez commencé ça à quel moment, d'ailleurs? Ce fut de janvier à juin que ça a été vraiment testé sur la route. Ça fait plus longtemps que ça qu'on travaille sur le projet puis tout ça, mais ça a été vraiment ces 6 mois-là qui ont été observés pour avoir les données que vous avez en main. Donc, présentement. janvier à juin. Puis là, évidemment, vous le poursuivez, puis éventuellement, il va peut-être s'étendre à la région de Saint-Jean avec ambulance de mer. C'est peut-être éventuellement s'étendre plus grand à Montérégie et peut-être plus loin. Mais on sent qu'on est en train de créer quelque chose. C'est pour ça que je trouve ça intéressant de le communiquer à la population, parce que même, je connais beaucoup de gens qui travaillent dans le monde de la santé, puis qui m'ont dit, Éric, as-tu entendu parler de ça en fin de semaine, la nouvelle sur le paramédecine communautaire? Puis moi-même, j'ai fait comme, je n'étais pas capable de l'expliquer. T'sais. Fait que je trouvais ça intéressant de dire, on est en train de créer quelque chose de nouveau en Montérégie, bien, aussi bien le communiquer, puis le vulgariser correctement aux gens. Je pense qu'on vient de créer quelque chose, là. Tout à fait. Puis tant mieux si on peut en parler pour que les gens connaissent mieux le service. Ça fait que les patients sont moins craintifs, ne se posent pas de questions, nous voient arriver, puis se sentent tout aussi rassurés que c'était l'ambulance, le grand camion jaune. On connaît les services d'infirmières à domicile ou de préposés à domicile ou encore même parfois quelques médecins à domicile. Mais là, ce qu'on comprend, c'est que les paramédics, qui à la base vont à domicile, mais ils vont à domicile pour nous chercher, avec une civière, une ambulance. Alors que là, dans le fond, vous pouvez aussi faire autre chose que ça. Oui, puis c'est parfait pour ces gens-là de 65 ans et plus parce que pas besoin d'être nécessairement suivis déjà par le CLSC ou les soins à domicile. C'est tous les gens de 65 ans et plus qui sont éligibles, peu importe s'ils vivent dans une domicile, une résidence. Ça part du 911. C'est ça. Bien, Valérie Bélanger, merci beaucoup. Ça m'a fait Bonne chance plaisir. pour la suite. Merci. Reste avec nous, puisqu'au retour, on reste dans le domaine de la santé. On parle de l'aide pour les aînés en CHSLD. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, on s'en va sur les pistes, mon cher. Absolument, avec Sébastien Moquin de Raccoon Ski et en deuxième partie, Michel Couture de Ski Saint-Bruno. Manquez pas ça. Aimes-tu mon slalom? J'adore. Mesdames et messieurs, bon matin et bienvenue à votre télébingo sur les ondes de télévision du Haut-Richelieu. Vous aimeriez jouer au bingo dans le confort de votre foyer? C'est possible. Tous les dimanches matins, 9h30, à la télévision du Haut-Richelieu, maintenant en haute définition au 609. C'est 4 000 $ en prix à chaque semaine. Pour vous procurer les livrets du télébingo, c'est facile. Consultez la liste de nos 30 dépositaires au www.tvhr9.com. Mardi, je donne. C'est une campagne pour la qualité de vie de nos aînés en CHSLD. Avec nous pour en parler, la directrice générale de la Fondation Santé au Richelieu-Rouville, Julie Coupal. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eric, merci de me recevoir. Ça fait plaisir. On sait que, puis ça, évidemment, ce n'est pas un grand secret d'État, mais dans l'ensemble au Québec, les CHSLD sont un peu, disons, le parent pauvre du réseau de la santé, puis on l'a vu évidemment beaucoup au printemps. Maintenant, comment on peut aider à réhabiliter aussi ces lieux-là, puis les aînés qui s'y trouvent et qui vivent, ce sont des milieux de vie
vie aussi en même temps. Bref, Oui, tout à fait. expliquez-nous un peu l'objectif lancé par cette campagne Mardi Je donne. Bien, pour nous, la Fondation, c'est pas nouveau de supporter les CHSLD. C'est sûr que maintenant, c'est sur toutes les lèvres. Là. C'est comme si tout le monde s'est rendu compte un peu de ce qui s'est passé à cause de la COVID. Mais nous, à chaque année, bon an, mal an, là, c'est entre 120 000 et 80 000 qu'on donne dans nos 6 CHSLD quand même. Donc, c'est une enveloppe qui est utilisée à différentes fins. Tu sais, il y a des services qui sont déployés de façon récurrente, là, comme l'art-thérapie, la musicothérapie, la zoothérapie. Mais il y a aussi l'achat de petits équipements où on a déjà financé, par exemple, des aquariums. Tu sais, fait que, au contraire, de nos investissements à l'hôpital qui sont principalement au niveau de l'équipement. En CHSLD, on est plus dans le mieux vivre, tu sais, donc pour améliorer le quotidien du milieu de vie, en effet. Tu sais, c'est pas juste une unité de soins, les gens y vivent. Oui, mais c'est ça. Mais ça, c'est une grosse nuance parce que, oui, évidemment, il y a des bâtiments qui, à la base, même dans certains cas, étaient des anciens hôpitaux, qui ont été transformés en CHSLD, mais en même temps, les gens vivent là à temps plein. Donc, il faut qu'au-delà des soins, on ait l'impression qu'on habite donc dans un milieu de vie avec des facilités, avec des salons, des décorations de Noël. Ça peut paraître banal. Là, mais des terrasses extérieures, Exact. on en a aménagé là, beaucoup dans les dernières années. Il y en a encore une là, qui est à venir à Sainte-Croix là, dans les prochaines années. Donc, nous, notre investissement, c'est vraiment à ce niveau-là. On a décidé de le mettre de l'avant, évidemment, pour nous aider à renflouer nos coffres pour les projets à venir l'année prochaine. Et la campagne Mardi Je donne, c'est un mouvement qui est national. Tu sais, c'est la journée nationale du don. Donc, la plupart des organismes utilisent le Mardi Je donne pour aller collecter des fonds, surtout de manière virtuelle. C'est un petit rappel aux gens. Fait que, c'est le mardi qui suit le Black Friday et le vendredi fou, excusez-moi, et le cyber lundi. Fait que c'est le mardi qui suit pour dire, OK, on a dépensé, on se garde, c'est beaucoup dans la consommation. Maintenant, c'est le temps de redonner. Et on sait que ça fait aussi plaisir redonner que de recevoir habituellement. Donc voilà. Tous les gens font des campagnes, pas tous les organismes, mais beaucoup font campagne. Ensuite, c'est aux gens de choisir, de dire, bien, moi, le mardi, je donne. À qui je donne cette année? On espère que les gens vont choisir la Fondation Santé et les fonds seront dédiés là, au CHSLD. Bon, ça veut dire que si on va sur le site fondationsanté.com, Oui. de quelle façon on se dirige pour s'assurer que le don qu'on va faire va aller justement à cette enveloppe dédiée au CHSLD? C'est facile. En fait, il va y avoir un visuel qui va l'annoncer, mais sinon, on a une adresse URL là, particulière. Puis là, je voudrais pas me tromper. Essayez-vous, on va corriger au bas de l'écran. Écoute, je la sais plus par cœur, mais ça doit être Fondation Santé. mardijedonnefs.com ou quelque chose comme ça. Okay. Mais oui, notre réalisateur va la trouver puis il va l'écrire. Je suis convaincu que notre ami Claude va trouver ça. Puis évidemment, nous, on va beaucoup... On a déjà commencé à le promouvoir. Donc, tu sais, on s'est dit, on va faire campagne pendant une semaine puis ça va culminer le jour du Mardi Je donne. Il y a déjà des dons qui ont commencé à rentrer, fait qu'on est très contents. Donc, sur notre site Facebook, sur le site Web, on a envoyé des infolettes aussi là, à notre banque. On a une bande de personnes qui nous suivent. Donc, on a juste à suivre le lien, là, puis c'est très facile. Bon, parce que là, on est dans une toute autre dynamique à cause de la pandémie. Bon, d'une part, évidemment, vous avez beaucoup moins d'événements sociaux pour vous financer, vous et tous les autres organismes. Oui, tout à fait. C'est vraiment criant. Puis l'autre chose, pour le donateur, tu sais, moi, je sais pas, à chaque année, on donne X nombre de dollars à différentes causes parce qu'on nous sollicite. On nous accroche... sur la rue, alors que là, il faut que nous, on pose le geste d'aller donner. C'est comme je dis pas que c'est contre nature, je dis juste qu'on n'est pas habitué à ça. C'est sûr que si tu m'accroches sur la rue et tu me dis « Hey, tu veux-tu donner 25 $ à telle cause? » Ah oui, tiens, voilà. Alors que là, il faut que la personne pose le geste là, d'aller sur le site Internet puis de faire la démarche. Pour certains donateurs, c'est un changement d'habitude. Oui. Évidemment, il y a toutes sortes de personnes qui donnent. Il y en a beaucoup que c'était par les événements, mais on a l'habitude de solliciter les gens par courriel. T'sais, on a 600 noms là, des gens sur notre territoire qui donnent. On fait aussi du publipostage par la poste. Donc, on constate une augmentation de ces dons-là par rapport à ce que c'était avant. Oui, tout à fait. La réponse est meilleure. T'sais, les gens ont encore envie de donner. Mais c'est ça l'affaire. Moi, je me dis, je ne veux pas pénaliser. Si, exemple, M. X est habitué de donner 1 000 $ par année à différentes causes,
bien, il faut que cette année, il donne encore ce 1 000 $-là. Mais il faut qu'il fasse le chemin inverse pour le donner. C'est ça que je veux dire. Oui, tout Mais il à ne faut fait. pas arrêter de le donner, surtout pas cette année. Non, les besoins sont immenses. Bon, dans toutes les sphères. Tu sais, nous, c'est la santé. Donc, évidemment, les besoins ont été très grands, puis les revenus, mais ne sont pas au rendez-vous. Mais tu sais, on en a déjà parlé. Oui, C'est pas tout à la fait. première fois que je viens sur le plateau. C'était déjà une année quand même critique pour nous à la Fondation Santé avec la perte des revenus de stationnement. Donc, on avait déjà, tu sais, comme une grosse marche à prendre pour être capable de retomber avec les revenus qu'on avait lors des années où on avait, tu sais, c'était 1,2 million qu'on allait chercher avec le stationnement. Donc, la pandémie qui arrive en plus de ça, c'est important que les gens soient conscients, tu sais, de tous les projets qu'on supporte, tout ce que la Fondation Santé fait de plus que le réseau de la santé normale dans la région, puis continue de nous appuyer. Bon. Et là, donc, avec le mardi Je donne de cette année, vous comptez ramasser quoi? À peu près 5 000 $? Oui, c'est la première initiative du genre qu'on fait. Fait qu'on s'est dit, on va mettre un 5 000. Je suis très confiante de l'atteindre, juste à voir les dons qui ont commencé à rentrer. Mais c'est pour garnir, comme je disais tout à l'heure, un peu plus nos coffres en lien avec ce fonds dédié-là qui va s'élever. Là, on est dans nos budgets, mais pour l'année 2021, là, 80 000 $ qu'on va distribuer là, probablement dans les CHSLD pour des projets concrets. Bon. Là, récemment aussi, vous avez terminé votre Mission Lune. Oui. Défi Je bouge, Mission Lune, qui était un peu un dérivé du défi Je bouge auquel on était habitué. Oui. Encore là aussi, vous avez réussi à atteindre les objectifs visés. Oui, on est vraiment satisfaits. Les gens ont embarqué autant de façon individuelle qu'en entreprise, où il y a une quinzaine d'entreprises qui ont participé. Donc, on a atteint là, nos kilomètres, on les a un petit peu surpassés. On a eu les gens de la FADOC qui nous ont donné un bon coup de main là, à la dernière minute, le cyclo-FADOC qui ont rentré leurs kilomètres. Puis je suis allée faire du vélo avec eux pour boucler la boucle. Lors de notre randonnée, ça a comme fini. On a atteint la Lune avec cette journée-là. Et financièrement aussi, on a amassé là, un 50 000 $ de profit net au bout du compte. Donc, évidemment, c'est pas ce qu'on fait habituellement, c'est un peu moins, mais dans le contexte actuel, on est vraiment, vraiment heureux de la réponse des gens. Oui, parce qu'en temps normal, bon, parfois, bon, il y avait le tirage ou la loterie, il y avait le golf, il y avait évidemment la soirée gastronomique. Bon, il y avait toutes sortes d'événements sociaux qui étaient quand même assez profitables pour la Fondation. Puis là, depuis le mois de mars à avril, dans le fond, on essaie de trouver des façons autres. On est un peu comme tout le monde, tu sais, comme toutes les entreprises qui ont dû s'adapter. Tu sais, une fondation, c'est un peu sur le même modèle. Donc, on a adapté nos activités, on a fait nos soirées gourmandes virtuelles aussi. Là, tu sais, on en a fait 2 avec des plats pour emporter. On a travaillé avec nos restaurateurs, nos partenaires. Ça a connu un super de bon succès. Fait que je pense que les gens avaient, comme je disais tout à l'heure, envie de donner. Donc, ils saisissent les opportunités de le faire. Puis, je pense que les initiatives là, adaptées puis originales ont été saluées par les gens. Là, donc, ils ont eu envie de nous encourager. Donc, des soirées gourmandes virtuelles, le défi Je bouge, Mission Lune. Là, aujourd'hui, c'est mardi, Je donne. Pour venir en aide, évidemment, à nos aînés qui sont en CHSLD. Oui. Et là, qu'est-ce que vous avez sur votre radar pour les prochaines semaines ou les prochains mois? Vous regardez on a des petites activités aussi qu'on adore, qu'on appelle partenaires. Donc, c'est des gens de l'extérieur de nous qui organisent des activités pour lever des fonds. Donc là, c'est l'érablière La Goudrelle qui vend un kit de Noël là, traditionnel, puis qui nous donne 10 $ par kit vendu. Même chose pour le sirop d'érable qui vend à la caisse, ils nous donnent un 5 $. Fait qu'il y a ça qui a cours. Les autres, ils vont livrer là, jusqu'au jour de Noël. Puis en même temps, bien, ça les encourage eux autres aussi, hein, parce qu'on sait que les érablières sont... Oui, ça, c'est pas réglé non plus. La saison des sucres, disons, est assez menacée. Bien, il y en a eu une d'annulée. Ils ont eu leur saison des fêtes d'annulée. Fait que, bon, ils ne sont pas les seuls, encore une fois, mais en participant à leur activité, bien, on les encourage. C'est de l'entraide locale. Oui, ces temps-ci, on parle de boîtes cadeaux, on parle de toutes sortes de trucs pour favoriser l'achat local, pour aider les fondations ou les organismes autrement. On est un peu dans cette dynamique-là. C'est un peu une année de transition, là, si on veut. En fait, tout le monde est un peu pris avec ça, mais... Oui. Puis, tu sais, l'année prochaine, ça annonce tout aussi spécial. On ne retournera pas dans nos vieilles habitudes. Pas encore. Non, pas encore. On a tous l'espoir du vaccin. On ne sait pas exactement ça va être quand. Puis bon. Donc, on n'est pas encore dans le retour des grands événements avec beaucoup de rassemblements. Donc, puis on veut être plus
On a beaucoup réagi en 2020. Là, on Ouais. essaie de s'organiser davantage pour 2021. Puis Ouais. je pense que ça va être aussi une nouvelle réalité. Oui, puis qui là, va faire évidemment, partie de le nous. printemps et l'été arrivant, si effectivement, rendu à l'été, il y a un X nombre de pourcentage de la population qui aura été vaccinée, l'immunité collective va commencer à grossir. Peut-être que là, les gouvernements vont délester un peu le confinement et là, peut-être que tranquillement, pas vite vers l'automne, puis limite 2022, là, peut-être qu'on va retrouver plus nos habitudes du passé. Ouais. Mais On clairement, a- 2021 on a va être hâte. vraiment une année de transition. Oui, tout à fait. Sauf que là, on n'est plus dans l'urgence comme on l'était au printemps ou à l'été. Exactement. C'est ça. Donc, C'est ça la différence. Ouais. Exactement. Donc, nous, à la Fondation, c'est ce qu'on fait actuellement. On est vraiment en planification de notre année 2021. On ne peut pas vivre une année financière comme on vient de connaître. Donc, c'est important qu'on se relève les manches, Ouais. que les gens nous entendent et nous supportent. Donc, après le vendredi fou et le cyberlundi, mardi, je donne. Mardi, c'est le 1er décembre. Donc, jusqu'au mardi 1er décembre, vous pouvez aller, bien sûr. Puis là, je l'ai retrouvé ici. Oui. C'est mardi, je donne FS pour Fondation Santé, j'imagine. Oui, oui, Mardi, exactement. je donne FS.com. Merci, Et Eric. puis là, donc, vous allez là directement. Je l'avais sous les yeux, je ne l'ai pas regardé. Donc, vous l'avez sous les yeux ici. Puis, donc, vous allez pouvoir donner à la Fondation Santé. Et ça sera donc dédié pour nos aînés en CHSLD qui en ont bien besoin. Merci beaucoup. Merci, Eric. Restez avec nous. Au retour, on vous présente le mot de la fin. L'idée d'acheter local, c'est important avec Noël qui s'en vient. D'ailleurs, il y a des boîtes cadeaux hautement traditionnelles. C'est un partenariat entre Tourisme au Richelieu et les érablières de la région. Donc, de l'érable dans vos assiettes pour les fêtes. Pour acheter, il y a 2 forfaits possibles. Là. Allez sur commanderlocal.com. Commanderlocal.com. Notre prochain rendez-vous, nous, c'est bien sûr demain. Bye-bye.